Bonsoir à tous, merci d'être là très nombreux pour la sortie de ce bel ouvrage, Patrimondialisation, qui a réuni un grand nombre de chercheurs. Maria va nous expliquer plus avant ce qu'il en est, mais déjà je vais vous présenter les têtes qui vont avec les noms qui sont sur les affiches. Donc Élodie Salin, géographe, qui enseigne à l'Université du Mans et qui est chercheur associé à l'ERS, le laboratoire sur le tourisme hébergé et fondé par Paris 1. Maria Gravari-Barbas, architecte et géographe, sans qui nous ne serions pas là, ensemble. C'est elle qui est l'architecte de ce projet ANR qui nous a réunis pendant plusieurs années. Christine Mangin, qui n'est pas architecte, mais qui est historienne de l'architecture, qui est une ancienne de Paris 1 et qui a longtemps été à la tête du département des relations internationales de Paris 1, ce qui permet de comprendre tous les terrains qui sont dans ce projet. Elsa Coslado, qui elle non plus n'est pas architecte, elle est géographe. Elle nous a fait le grand honneur de venir depuis Bruxelles pour cette soirée. Il est venu d'un petit peu moins loin, mais aussi de l'Est. En tout cas, il va y retourner. C'est bien ça ? Je viens de Strasbourg, effectivement. Ah, c'est ça. Tout d'un coup, tu me regardes d'un œil noir. Sébastien Jacot, qui est également géographe et enseignant à Paris 1. Et puis enfin, lui est venu un peu plus du centre, du Val-de-Loire, Roméo Carabelli, qui est architecte et géographe et qui enseigne à l'université de Tours. Voilà, vous avez toutes les têtes. Il y en a qui sont mis un peu plus sur le côté. C'est pas pour faire une distinction homme-femme, mais ceux qui devront prendre un train un peu plus tôt que les autres. Donc vous les excusez d'emblée. Donc voilà, la fabrique touristique globale du patrimoine, avec ce terme barbare, patrimondialisation, intraduisible dans beaucoup de langues. Maria, dis-nous en plus, comment on en est arrivé là ? Oui, merci beaucoup Françoise. C'est vrai qu'il faut commencer par cela, il faut commencer par expliquer pourquoi patrimondialisation. Je pense que le terme est assez parlant en français, mais tu l'as dit très bien, quasi intraduisible dans d'autres langues. Et il a fallu toujours trouver d'autres façons pour pouvoir expliquer ce qu'on voulait véhiculer comme message par ces termes de patrimondialisation. Alors, patrimondialisation, je pense que ça dit beaucoup sur la façon dont on a voulu construire dans cet ouvrage la conception du patrimoine que nous avons. On a voulu donner à voir par patrimondialisation, donc qui joue sur cette assonance entre patrimoine, patrimonialisation et mondialisation. On a voulu sortir d'une compréhension du patrimoine telle qu'elle nous a été très souvent présentée pour pouvoir comprendre le patrimoine par la mondialisation, voir ce que le patrimoine doit à la mondialisation et la façon dont il s'est construit dans le contexte de la mondialisation. Donc c'était un peu, je dirais, le projet de cette recherche et les produits qu'elle livre était parti de cette hypothèse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le patrimoine ne se construit pas forcément de la même façon que celle que nous avons étudiée il y a quelques années. On a cherché donc à identifier un nouveau régime de patrimonialisation qui s'inscrit désormais dans les circulations. On est parti également d'un certain nombre d'étonnements. On s'est dit, on a vu que le patrimoine aujourd'hui, il est dans un contexte d'élargissement extraordinaire. Les chercheurs en parlent de cette machine patrimoniale qui se met en marche. On voit qu'effectivement, aujourd'hui, a priori, rien n'échappe de ce champ patrimonial. A priori, tout peut faire partie. Et on a expliqué de diverses façons, finalement, cette patrimonialisation extrêmement élargie. Mais dans ces explications, il nous manquait quelque chose parce que, assez étonnamment, alors qu'au même moment, le tourisme également s'emballe, le tourisme devient également un phénomène mondial. Dans toutes les explications qu'on utilise pour comprendre la patrimonialisation généralisée, on ne parle jamais du tourisme comme un élément d'explication de cette fabrique patrimoniale.
Et on est parti un peu de cet étonnement en se disant qu'il y a peut-être des choses à creuser là-dedans, à comprendre donc que le tourisme, non pas seulement comme un phénomène qui vient à un certain moment pour consommer un déjà là patrimonial, qui a été produit par d'autres, finalement, processus sociaux, économiques, que sais-je, mais comprendre donc le tourisme comme non seulement un consommateur de patrimoine, mais également un producteur de patrimoine. Donc c'est dans ce sens-là qu'on a cherché à comprendre comment le tourisme, phénomène également mondialisé aujourd'hui, comment est-ce qu'il interfère avec la production des patrimoines un peu partout dans le monde. Alors dit comme ça, je sais, parce que je l'ai déjà vécu, que ça peut paraître choquant. Je pense que quand on dit que le tourisme est un producteur de patrimoine, ça peut étonner, ça peut paraître peut-être une réflexion un peu hérétique. On a beaucoup plus l'habitude de voir le tourisme comme un destructeur de patrimoine, comme un phénomène qui vient et qui donc maltraite des éléments patrimoniaux qui ont donc été en général produits par un processus un peu bottom-up, par le local. Il ne s'agit pas ici de discuter ces questions, enfin on met absolument pas en cause le fait que le tourisme peut être aussi un élément qui peut violenter le patrimoine, ce n'est pas la question. Ceci est une autre question qu'on peut discuter par ailleurs, ou on peut discuter également ici, mais ce n'est pas les propos du livre. Le propos du livre est de dire que, OK, quelle qu'elle soit la réalité aujourd'hui, dans ces contextes de circulation qui sont globalisés, qui sont mondialisés, le patrimoine n'est plus aujourd'hui les produits de ces processus qui émanent du territoire, tel qu'on a l'habitude de le prendre en compte, de l'étudier. Donc, si, en fait, dans le passé, au XIXe siècle, voire même au début du XXe siècle, le patrimoine a été le produit d'un processus qui a été généré par les acteurs locaux, par les acteurs nationaux, dans une logique qui était celle de la construction nationale, de l'affirmation nationale ou de la construction donc locale des territoires, aujourd'hui, ce n'est plus la seule logique. Et c'est dans ce sens-là qu'on a cherché à identifier un autre régime de patrimonialisation qui, lui, prend en compte davantage les circulations. Le tourisme, qui est effectivement un élément essentiel de notre travail, c'est pour ça que l'ouvrage s'intitule, donc le sous-titre, c'est la fabrique touristique globale du patrimoine. Mais on n'a pas isolé le tourisme, parce qu'il nous a semblé important de situer le tourisme dans un contexte d'autres circulations. Des circulations d'images, des circulations de flux, des circulations de personnes, d'élites, de normes, d'experts. Donc, tout ceci s'articule d'une certaine façon avec le tourisme et on a cherché donc à identifier non seulement comment le tourisme, de façon frontale, produit aujourd'hui du patrimoine, mais comment le tourisme produit des images qui produisent des réalités, qui, à leur tour, éventuellement, produisent aussi de nouveaux désirs, de nouvelles idées de ce qui peut être patrimoine. Donc, dans notre réflexion, ce qui était vraiment important, c'est d'aller chercher ce regard extérieur, ces regards touristiques ou autres, extérieurs en tout cas, et essayer de comprendre comment ces regards extérieurs, parfois, accordent une valeur qui n'est pas accordée localement à tel ou tel élément patrimonial, qui n'est pas encore élément patrimonial et qui le devient parce qu'il a été regardé différemment par donc ces regards extérieurs qui donc lui a donné une nouvelle valeur. Donc, pour présenter les choses très rapidement, ceci était plus ou moins l'idée de ce projet qui s'est appuyé donc sur un certain nombre de terrains et je pense que ceci a été la plus grande difficulté que nous avons eue parce que c'est très bien la théorie, mais à un certain moment, il faut aller faire du terrain. Une bonne partie ici, nous sommes des géographes et on aime bien faire du terrain, donc il a fallu trouver les lieux où on pourrait vraiment confronter ces intuitions à la réalité. Et on est arrivé à une liste de terrains, 5 terrains, qui peuvent paraître totalement hétérogènes. Le choix peut paraître assez étonnant, mais on peut l'expliquer. Donc, 3 lieux qui sont 3 biens qui sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, on a sélectionné encore au Cambodge. Il nous a semblé être un cas d'étude exceptionnel, extraordinaire, un véritable
laboratoire de la patrimonialisation. Il se trouve qu'aujourd'hui, les différents temples d'Angkor sont restaurés par différents pays. Il y a plus de 40 pays qui ont participé à la restauration des différents temples d'Angkor, avec donc tout ce qui cela signifie concrètement dans ce contexte du CIC, du Comité international de conservation, qui gouverne en quelque sorte ces différentes interventions. Donc c'est fabuleux parce que ça permet de voir comment les visions occidentales aujourd'hui sont clairement mises en cause par d'autres approches de conservation, d'autres approches de restauration, et comment quelque part cette espèce de southern turn de la conservation impacte donc les façons de voir le patrimoine en Occident. Donc encore, ensuite, on a sélectionné Marrakech, et Marrakech parce que on avait le sentiment d'être un cas très intéressant, on pourrait dire d'exopatrimonialisation. D'exopatrimonialisation, c'est-à-dire d'une patrimonialisation de certains biens en particulier, et notamment les riads, qui ont été donc reconnus, identifiés par notamment des personnes qui viennent de l'international, français, européens ou autres, qui ont accordé à ces lieux une valeur différente de celle qui leur était accordée par donc les Marrakechis. Le troisième cas, toujours au patrimoine mondial de l'UNESCO, est Québec, également un terrain extraordinaire. Québec, pour nous, c'était vraiment le cas qui illustrait parfaitement ce qu'on voulait dire, c'est-à-dire le patrimoine par le tourisme. En fait, on a estimé que ce n'est pas parce que Québec est patrimonial qu'il est touristique, il est en fait... il est patrimonial parce que, pardon, je ne l'ai pas dit correctement, ce n'est pas parce qu'il est, oui, patrimonial qu'attire le tourisme, il est, en fait, il a été construit comme un lieu touristique depuis le début, et le patrimoine a été construit parce que, dès le début, il y avait une intention claire de faire, donc, en Amérique du Nord, un lieu touristique fort, véhiculant donc un certain nombre d'idées, notamment cette idée du Canada français. Les deux autres sites, ça a été peut-être plus étonnant. Le quatrième site sur lequel on a travaillé est Tianjin, donc près de Pékin, une métropole extraordinaire qui concentre aujourd'hui les plus grands nombres de concessions internationales. Donc 9 concessions internationales construites entre 1860 grosso modo et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc 9 microcosmes qui reflètent la façon dont l'Italie, la France ou le Royaume-Uni voyaient finalement leur place en Chine, ce qu'ils exportaient en fait de leur architecture, de leur modernité, de leur savoir-faire. Et donc ceci crée effectivement un contexte aujourd'hui vraiment fabuleux. Et le cinquième cas, c'était les tangos. Et les tangos parce qu'on voulait vraiment confronter ces intuitions que j'évoquais tout à l'heure également à un élément du patrimoine immatériel. Quelque part, la situation était un peu trop facile si on s'est limité au patrimoine matériel. Elle est devenue éminemment compliquée en prenant également cet élément immatériel, mais également très intéressante. Donc, évidemment, parlant d'immatériel, on a aussi eu des épicentres, on va dire, de notre étude autour de Buenos Aires et Montevideo, mais effectivement, on a pris en compte les tangos de façon générale. Donc voilà pour présenter rapidement cet ouvrage qui a la particularité, qui me semble vraiment intéressante, d'avoir été écrit vraiment à 14 mains. Nous sommes 14 auteurs et on ne s'est pas partagé les chapitres. On a travaillé tous, ou presque tous, pas forcément tous, sur chaque chapitre. En tout cas, c'est un ouvrage qui est véritablement le fruit d'une écriture collective. Ce n'est pas un exercice facile, mais c'est extrêmement enrichissant et ça permet donc systématiquement de confronter chaque idée que chacun peut avoir à des façons différentes, à des approches, à des idées, à des disciplines différentes. Donc voilà pour présenter rapidement cet ouvrage. Merci Maria de cette mise en bouche, si je puis dire, parce que juste tu parlais du tango, on voyait apparaître Carlos Gardel, donc
parfait pour ce timing. Et justement, les images que tu évoquais tout à l'heure, elles ont joué un rôle important, que ce soit à travers les guides, que ce soit à travers les publicités, ce que tu évoquais de ce tourisme qui naît en Occident au 19e siècle avec le Grand Tour. Et quelle variation on peut voir dans ces images? Est-ce qu'on est toujours avec le même type de mise en avant, ou est-ce que cette mondialisation des circulations amène à la production d'autres images? Christine, je sais que tu as exploré les guides de fond en comble. Enfin, chaque équipe a exploré les guides sur ces terrains. Donc on s'est évidemment posé la question du rôle de ce vecteur traditionnel de préparation du voyage, qui est le guide papier, le guide touristique, pour voir ce que ça reflétait de nos terrains, avec une question sur, alors dans les barbarismes de cette recherche, sur l'éventuelle iconicisation, c'est-à-dire la capacité de ces guides à sélectionner des monuments emblématiques qui deviennent un peu le lieu phare de la destination. Savoir s'ils participaient et comment à la constitution d'une iconographie un peu canonique sur nos cinq terrains. Alors, on a travaillé sur un corpus de guides. En gros, pour Québec et Buenos Aires, on a eu une cinquantaine de guides, pour l'essentiel des guides des années 2010, une vingtaine pour Angkor et Tianjin et une dizaine pour Marrakech, sachant que les guides, au fond, se décomposent, si on veut faire rapide, en 3 générations de guides. Les guides historiques, culturels, artistiques. C'est moi qui fais ce bruit avec mon micro ? Voilà, donc la première génération de guides, celle qui fait référence, par exemple le guide bleu, auquel ont succédé dans les années 70-80 des guides plus pratiques, type guide du routard, donc moins érudits peut-être. Et puis, plus récemment, pour répondre à ce phénomène des courts séjours touristiques, ces petits guides type Escapade à Marrakech. Bon. Donc, on a un peu exploré l'ensemble de ces guides. Alors, pour aller au résultat, je ne sais pas si vous avez déjà vu les images circuler. Pour Angkor, en fait, c'est un site, comme vous le savez, qui rassemble des dizaines de temples. En fait, la production d'une icône concerne le temple d'Angkor Wat, qui a la vedette absolue, sachant que les guides touristiques ne sont pas très riches d'illustrations en général. Donc, nous avons comptabilisé des centaines d'illustrations au total sur la production de guides, mais dans chaque guide, il n'y a pas énormément d'images. Donc, le temple d'Angkor, qui est l'icône d'Angkor Wat, pardon, le temple d'Angkor Wat, qui est l'icône d'Angkor. Vieux-Québec, sans surprise, c'est le château Frontenac qui domine l'imaginaire et la visualisation de la ville de Québec. Marrakech, c'est depuis longtemps la Koutoubia, alors même que ça n'est pas un bâtiment que l'on peut visiter si on n'est pas musulman, mais c'est un peu ce qui sert de repère dans les guides à Marrakech. Le tango, ça c'est assez intéressant. L'équipe sur la cinquantaine de guides montre que la moitié des guides consacrés ou à l'Argentine ou à Buenos Aires proposent une figure de danseur de tango. Donc de tango non pas sous l'angle musical, mais vraiment sous cette version presque folklorique du danseur, du couple de danseurs de tango. A contrario, ce qui est assez intéressant pour
Tianjin, qui est une ville pas très connue, même si c'est une des métropoles chinoises majeures et qui a joué un rôle essentiel dans l'ouverture de la Chine, dans la mondialisation chinoise. Bien qu'une vingtaine de guides étudiés en parlent, n'a pas de monument emblématique. Il n'y a rien qui permette d'identifier Tianjin, donc un déficit de reconnaissance et de visibilité. Alors, Françoise a abordé la question des images. Cet imaginaire, on le retrouve, il est également porté par des peintures, comme Cockburn pour le Vieux-Québec, ou peut-être plus connu, Majorelle pour Marrakech. Françoise a tout de suite noté, alors je ne peux pas voir ce qui circule derrière mon dos. Tout le monde a fourni des images, mais je n'ai pas vu celles de mes collègues. Mais tu as tout de suite repéré des cartes postales, un film sur le tango. Et un des grands producteurs de cette imagerie a été l'exposition coloniale de 1931, parce que ce qui est assez intéressant, pour plusieurs destinations, nous avons essayé de voir la filiation avec ce que représentaient les guides plus anciens. Alors je termine avec un test absolument formidable, qui est le guide vert, le guide Michelin, qui dans les années 2010 a créé une version électronique où on peut acheter ou constituer en kit sa destination. Et en fait, le fait d'avoir un monument emblématique, une icône, est directement lié à l'obtention d'étoiles. C'est-à-dire que les 3 destinations qui ont un monument phare, donc le temple d'Angkor Wat, la Koutoubia ou le château Frontenac, ont 3 étoiles dans ce système Michelin, alors que les autres sont qualifiés d'intéressants, mais n'ont pas ce repère visuel. Voilà ce que je pouvais dire sur la question des guides. Et justement, le Maroc, tu l'évoquais, on est facilement dans le métro avec la production, enfin dans le métro, je suis un peu parisienne, excusez-moi, mais avec la production d'images qui reviennent sans arrêt. Comment tu l'as perçu, toi, Roméo, ce décalage entre le tourisme, la production d'images iconiques? Qu'est-ce que tu peux leur raconter, puisque tu nous en as raconté beaucoup déjà. La question à l'intérieur de cette réflexion qui a duré quand même 3 ans plus quelques nombres de croisements qu'on a fait après, c'est très intéressant parce qu'on a effectivement, on était de quelque manière obligé, moi obligé parce qu'ils m'ont tiré les oreilles, je suis fatigué à rentrer dans l'idée du travail collectif. C'est que fantastique, j'ai trouvé, de la partie des images et la possibilité effectivement regarder cette production avec un autre regard. Et donc, c'est qu'on peut se dire, surtout à partir de Marrakech, qui est le terrain que je connais le plus, voire le seul que je connais, j'ai essayé de danser le tango, mais je n'ai pas réussi. C'est que est devenu très intéressant et que, en effet, est presque comme une énorme explosion de la vision postmoderne de la pensée faible, d'une énorme collection d'imaginaires, on se retrouve à revoir aussi bien on a le besoin de produire des standards qui sont les standards, justement, c'est qu'on trouve prioritaires, les 3 étoiles Michelin, qui sont de cette façon reconnus et reconnaissables par tout le monde, de toutes les villes, des 4 villes, plus le tango qu'on a vu dans ce projet. Mais ça, avec un peu d'attention, en effet, sont les grandes icônes des sites qui sont aussi bien patrimoniaux que touristiques. Et en même temps, on se retrouve avec cette richesse de production d'images, à une sorte de retour, mais curieux, je trouve, sur la production patrimoniale assez proche
de celle qui était l'ancienne vision qu'on avait un peu imaginée. Donc on fait plus là, c'est plus le grand voyage qui fait le patrimoine, mais c'est le patrimoine qui est fait pour le grand voyage au lieu d'être producteur. Et donc on se retrouve avec une sorte de coprésence des grandes icônes. C'est qu'on a dit, ce qui est Marrakech est la côte Toubia, si possible avec la neige derrière, le Grand Hôtel à Québec, les danseurs et danseuses du tango. Et en même temps, on a toute une sorte d'autres formes de production de petites images. Je pense, et j'ai dans ma tête maintenant les babouches, parce qu'en effet, comme le produit est aussi bien patrimonial d'un patrimoine qui se multiplie et iconique parce qu'il doit voyager, on a une production qui essaie de répondre à toute la pléthore et la différence de sortes de marchés culturels et moins culturels qui on se retrouve. Et moi, sincèrement, je trouve que c'est particulièrement important parce que ça permet de fragmenter, de comprendre qu'il y a ce changement, c'est aussi via l'usage de l'image, l'analyse des images, on voit ce changement de régime qui n'est plus la production faite pour créer un marché touristique, mais qui tend vers cette inversion. Elsa, je te voyais réagir. Oui, juste pour compléter, parce qu'effectivement, le terrain que j'ai beaucoup pratiqué avec Roméo aussi, c'est Marrakech. Et donc, je rajouterais dans l'ordre des images, peut-être, il y a cet espace, ces murailles qui fuient en perspective vers les montagnes et qui reviennent sans arrêt et qui sont utilisées, surutilisées par d'autres univers que des producteurs de patrimoine, mais au fond des producteurs immobiliers, et qui ne cessent de les mettre en scène pour vendre leurs nouvelles opérations. Et on peut des fois même retrouver ces images dans le métro parisien à l'occasion de ventes commerciales qui se font depuis la France ou à travers le salon de l'immobilier, etc. Et donc c'est un peu aussi, on a eu aussi des recherches sur comment les images patrimoniales étaient exploitées par des univers économiques qui ne sont pas forcément nécessairement accrochés au patrimoine, mais qui font partie de la machine touristique, de l'industrie du tourisme, à travers les activités économiques qu'ils proposent dans cette mondialisation. Et donc, il y a l'univers matériel, au-delà, donc dans les images qui sont véhiculées, il y a effectivement, dans l'image, il y a plein de petits objets aussi qui peuvent être évoqués. Tu parlais des babouches, mais ce qui me vient aussi, que je rajouterais, c'est que pour Marrakech, en tout cas, il y a une dimension qui est peut-être un peu moins claire dans les autres terrains, qui m'a semblé être la couleur. Marrakech, on la reconnaît par sa couleur et elle est fort symbolisée pour évoquer cette ville. Et ça, c'était quelque chose qui était moins visible, je trouvais, sur les autres terrains. Et puis alors, autre chose, c'est l'image, c'est aussi aller vers une expérience sensorielle. C'est déjà l'évocation, c'est l'image, qu'est-ce que ça vous parle, comment ça vous parle, vous voyez, ça va jusqu'à vos sens, en fait. Et donc, l'image est utilisée aussi, ça on a pu l'observer pas mal sur le terrain de Marrakech, pour finalement créer un univers de voyage qui est lié à l'expérience sensorielle que vous allez pouvoir vivre en étant, par exemple, dans la Médina, qui est un espace patrimonial en soi, donc le centre de Marrakech. Et donc, c'est cette expérience sensorielle évoquée par les images, c'est aussi rappeler à l'esprit à quel point vous allez être saturé de saveurs, d'odeurs, et peut-être juste vous faire penser que vous faites partie, vous êtes un acteur.
Ça va vous faire rentrer dans une dimension vivante qui est celle d'être l'acteur de la ville dans cette médina que vous traversez. Et donc, voilà, ça c'est une dimension aussi qui est partie aussi de l'évolution de la patrimonialisation, c'est de faire transmettre aux usagers, aux touristes, cette autre façon de vivre le patrimoine. Donc tu as prononcé un mot clé, donner l'impression, enfin non, il y en avait plusieurs, pardon, donner l'impression que l'on peut être un acteur de la ville. Et je repense à une des citations dans ce livre, c'est que justement pour donner de la qualité à un lieu, pour attirer, c'est toujours majeur d'avoir un personnage célèbre qui puisse être utile au lancement d'un lieu touristique. Citation de Knafou que j'écorne un peu, mais vous m'en voudrez pas. Ça nous amène à penser à ces élites et au rôle de ces acteurs, de ces élites. Qui d'entre vous a envie d'aborder le sujet? Cette utilisation, Maria. Très brièvement, je passe la parole à mes collègues. Oui, pour nous, ça a été vraiment important de comprendre comment ces lieux se produisent aussi par les discours, par ces narrations qui sont des narrations circulantes. Et quand on parle de ces élites, on peut parler des people, on parle aussi des personnes qui circulent, qui sont polytopiques, qui peuvent vivre ici, aujourd'hui, là, ailleurs, qui choisissent les lieux où ils s'installent et qui les choisissent aussi en fonction d'un certain nombre de facteurs, parmi lesquels la qualité du lieu, la qualité esthétique et patrimoniale. Donc on a cherché à comprendre aussi de quelle façon ces élites, dans leur façon d'investir les lieux, d'habiter dans les lieux, de vivre et de s'y installer, de se faire photographier, d'être habillés comme les locaux, de meubler leur riad comme on pourrait l'imaginer, certainement pas comme les locaux. Donc comment est-ce qu'eux aussi, parce qu'ils ont quand même un accès formidable dans les magazines, dans la presse, dans la circulation de ces images, comment eux aussi produisent des réalités. Donc on a traqué certaines parmi ces personnes, pas en réalité bien sûr, mais on a cherché à voir comment finalement à Marrakech, notamment ces élites circulantes ont contribué à créer Marrakech, à créer même ce qu'est les riads aujourd'hui à Marrakech. Comment ils ont pu donner un autre sens, une autre image et créer un désir pour ces riads. On a des photos assez extraordinaires, donc prises, des photos des Getty qui se prennent en photo jeunes sur le toit d'un de ces riads, habillés dans un style qui n'est absolument pas marocain, mais qui est censé quand même recycler certaines images de ceux qu'on peut imaginer de ce style marocain. Comment est-ce qu'ils meublent leur logement selon finalement un style totalement éclectique et qui brasse ces images. Donc là, on est clairement et totalement dans les circulations de choses qui n'existent pas, qui sont produites par ces élites, mais qui sont par la suite reprises, qui sont reprises par d'autres, qui créent des codes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les styles Marrakech dans l'ameublement, qui est un style qui est relativement courant, qu'on peut trouver dans des hôtels, non seulement à Marrakech, mais également dans tous les lieux qui veulent représenter Marrakech, que ce soit des hôtels ou des restaurants un peu partout dans le monde. Ce style Marrakech est né à Marrakech, mais pas par des Marrakechis, est né donc par des personnes qui ont codifié ce qui pourrait faire ce style Marrakchi pour les reproduire. Donc, ce sont effectivement des productions des décorateurs qui découvrent Marrakech, qui s'installent à Marrakech et qui se créent donc une sorte de narration sur ce que cela peut être la vie dans ces lieux. Donc, on a également cherché à voir comment une personnalité comme Angelina Jolie, quand elle découvre encore, pour les besoins d'un film, de quelle façon elle donne à voir aussi une autre iconographie d'un corps, comment ces images d'un corps qui existent dès les années 1920, cette cité perdue dans la jungle,
comment elle ressuscite en fait par la présence d'Angelina Jolie, comment elle-même elle surfe sur ces images et comment elle s'est fait elle-même une sorte de caisse de résonance de ces imaginaires qui remontent dans les temps au début du XXe ou même au XIXe siècle. Donc c'est un peu cela qui nous a intéressés pour présenter les choses rapidement, de voir comment ces élites, parce qu'ils ont les moyens économiques et financiers, mais ils ont également un accès aux médias, comment est-ce qu'ils créent des images qui ne sont certainement pas, en fait, des images totalement inspirées du local, mais qui sont des images modifiées, changées, travaillées, mais qui deviennent performatives et qui créent par la suite d'autres réalités. Alors, je vais faire le pont entre ce qui a été dit précédemment sur les images et sur ces élites avec la figure la plus connue du tango, qui est Carlos Gardel, que vous connaissez peut-être. Hein. C'est un chanteur de tango, un des plus célèbres. Et en fait, il est repris dans l'iconographie du tango et dans la ville de Buenos Aires aussi, puisqu'on a des peintures de lui, des statuaires de lui. On a vu les photos défiler un petit peu plus avant. Et en fait, cette figure de Carlos Gardel, elle est ultra importante pour la communauté du tango et pour la ville de Buenos Aires. Et donc, elle se déploie dans l'espace et elle se déploie aussi dans les images qui circulent évidemment de par le monde, puisque le tango, c'était un grand défi d'ailleurs pour nous en tant que géographes, hein, d'étudier ce patrimoine immatériel, parce qu'on l'a étudié finalement partout. Alors effectivement, nos terrains, c'était Buenos Aires, Montevideo, mais on a fait des entretiens de tango un peu partout. Et évidemment, Gardel, c'est la figure majeure, c'est ces chansons qui sont passées dans les milongas. Les milongas, ce sont les balles tango qu'on a vues aussi sur les photos précédentes. Évidemment, il n'y a pas que lui, hein, il y en a beaucoup d'autres. On pourrait parler de Astor Piazzolla aussi. Donc, ces grandes figures qui vont traverser en fait le monde et qui vont circuler, ce sont ces musiciens, ces chanteurs du tango et qui sont repris aussi dans les images. Et voilà. Bonjour à toutes et tous. Pour poursuivre sur la figure du tango, un peu comme paradoxe géographique, hein, les sites patrimoniaux envisagés du point de vue matériel sont cartographiés, leur protection suppose une délimitation. Le tango fait l'objet d'une forme de territorialisation, parce que le dossier de candidature UNESCO au patrimoine immatériel présenté conjointement par l'Argentine et l'Uruguay le définit comme le patrimoine émanant du Rio de la Plata, mais se confronte au fait qu'effectivement, comme l'évoquait Elodie, le tango est présent partout où, effectivement, où on danse le tango, où on performe le tango, où on enseigne le tango. Et donc, on s'est heurté à ce paradoxe d'un tango diffus et de stratégie de reterritorialisation. Et c'est peut-être ce qui apparaît au cœur aussi de cette patrimondialisation, c'est ce court-circuitage parfois entre des logiques étatiques ou localisées ou entrepreneuriales de relocaliser des éléments patrimoniaux, et le fait que ces éléments patrimoniaux qu'emblématisent le tango, mais on pourrait le discuter pour les autres sites également de cet ANR, circulent par les images, circulent par les discours, circulent par les capitaux, circulent par les projets. Dans le tango, effectivement, il y a des figures emblématiques qui ont circulé. Gardel tournait des films dans les studios de la banlieue parisienne ou aux États-Unis, est mort d'ailleurs en revenant d'un voyage, et son avion s'est écrasé en Colombie. Mais les nombreux acteurs du tango qu'on a rencontrés, plus ou moins célèbres, se déplacent également entre l'Europe, le Japon ou la Californie et l'Argentine, au gré des festivals de tango qui ont essaimé dans le monde. On a relevé, on a fait par exemple un inventaire des festivals de tango, il y en a peut-être plus, on ne sait pas si on a été exhaustif, on a essayé de l'être, peut-être plus en Espagne ou en France qu'en Argentine. Et en fait, ces festivals vivent aussi parce qu'il y a une circulation pluriforme d'Argentins, d'Argentine, d'Uruguayens, etc. Donc ça transforme également les images et imaginaires du tango et la façon dont le tango peut être vécu comme patrimoine. Je pense qu'on pourra développer ça ultérieurement.
Merci Sébastien. Donc effectivement, on voit que ces images jouent un rôle étonnant. J'étais frappée tout à l'heure et on l'était aussi avec Émilie qui préparait les images, parce qu'on voit des images de Québec et on se dit mais c'est Tientine. Parce qu'effectivement, au XIXe siècle, la construction des banques, par exemple, ou des grands établissements dans lesquels étaient entreposés quelques capitaux, répondait à certains modèles. Mais honnêtement, il n'y aurait pas eu des tas de neige autour. On se serait dit non, mais c'est pas possible. Maria s'est trompée dans sa légende. Et puis bon, on voulait pas mettre en doute. Et on voit bien à quel point ce rôle à la fois et des images et des élites et de la circulation des élites est pas si simple que ça, puisque cette mise en forme des patrimoines n'arrête pas de bouger. Je l'explique un petit peu plus sur Tientine parce que je suis à la fois dans le double rôle du modérateur et du participant au projet. On a une ville qui s'est découverte sur le tard, et c'est bien normal dans la Chine contemporaine, que sa richesse était précisément celle qui s'est constituée pendant près d'un siècle, entre 1860 et la fondation de la République populaire de Chine en 1949. Mais c'est pas évident de passer de cette vision d'une Chine qui était une Chine nouvelle, la République populaire de Chine, à une Chine qui va considérer comme faisant partie de son histoire ce qu'elle a précisément combattu pendant quelques décennies, que ce soit au XXe, au XXIe ou au XIXe. Et effectivement, on a ces images qui font partie maintenant de la mise en patrimoine de la ville, qui sont des images qu'on pourrait voir dans d'autres capitales, que ce soit sur ce continent ou sur d'autres, et qui petit à petit font partie d'un nouvel imaginaire qui va être utilisé aussi bien par la municipalité que par les habitants. Ceux qui effectivement ont vécu dans une ville dans laquelle on a des images, mais pas seulement des images, des lieux qui peuvent paraître soit étrangers, soit familiers, suivant l'adjectif qu'on va leur donner, eh bien, commencent à devenir des lieux dont on est fier. Pas évident quand même comme passage. Et ces lieux dont on est fier, eh bien, ils sont aussi rendus possibles parce qu'une partie de l'élite de la ville s'y intéresse et parce qu'il y a aussi un attachement non seulement d'une élite cultivée qui utilise ces éléments qui deviennent patrimoniaux pour le tourisme, pour l'économie de la ville, mais également parce que la population y est attachée puisque c'est son cadre de vie et qu'elle y a été habituée. Donc on voit bien cette articulation qu'évoquait Maria tout à l'heure. On n'est pas seulement dans les liens entre patrimoine et tourisme, entre tourisme et mondialisation, entre patrimoine et mondialisation, mais vraiment dans ces articulations et ces relations complexes dans lesquelles on est amené à considérer ce qui jusque-là pouvait être simple. Oui, on est face à du patrimoine. Ben non, pas seulement. On peut être face à la création de patrimoine, on peut être face à de la reconnaissance de mémoire populaire. On ne l'a pas fait exprès, mais vous voyez, nous voilà sur Tientine. Et puis, justement, à Tientine, se met en place, avec cette reconnaissance double et des élites et des habitants, un phénomène extrêmement intéressant, c'est celui des musées. Oui, non, mais ça va être très rapide. Effectivement, c'est là où on voit combien et comment le tourisme fonctionne comme une machine à produire des patrimoines. Du moment où les concessions internationales des Tianjin sont devenues touristiques, ont été conservées, restaurées, refaites, réimagées parfois. Les musées ont finalement poussé comme des champignons. On a fait un travail, je pense on a cherché en tout cas à être exhaustif. Dans les 9 concessions de Tianjin, il y a eu une trentaine de musées, la quasi-totalité créée après les années 2000.
Donc, quand j'ai dit musée, il ne faut pas imaginer le Louvre. Hein. Donc, c'est dans la plupart des cas des micro-musées qui sont parfois des musées de chaque concession ou parfois même plus thématiques. Le terme des musées n'est pas toujours les termes les plus adaptés. C'est là peut-être des lieux, par exemple, dédiés à la mémoire d'une personne, des lieux, des personnages historiques. Mais on voit, en examinant un peu les dates d'ouverture de ces musées, on voit l'effort qui a été fait pour qu'il y ait un argument qui permet d'expliquer pourquoi ces musées doivent ouvrir dans telle ou telle concession. On sait la raison, c'est le tourisme. On sait qu'il y a une clientèle. Il faut trouver la raison pour légitimer les lieux. Et donc aussi, par exemple, tel grand homme n'a pas véritablement vécu dans cette maison, ce n'est pas grave. C'est son oncle ou sa troisième femme qui a éventuellement vécu. C'est suffisant pour ouvrir une maison qui est dédiée à ce grand homme pour monter un contexte dans lequel on peut certes s'éduquer, puisque ces musées aujourd'hui participent beaucoup de l'éducation du peuple, mais on peut également avoir une expérience totalement ludique. Et ce qui est vraiment, je pense, extraordinaire dans ces micro-musées de Tianjin, c'est de quelle façon joue dans ces doubles registres, à la fois donc du musée qui est censé être dédié à telle ou telle spécialité patrimoniale. Il y a un musée qui est par exemple consacré au patrimoine immatériel de Tianjin, à tel ou tel personnage, et comment donc ils peuvent aussi devenir un véritable terrain d'aventure pour le tourisme. Et quand je dis terrain d'aventure, je parle des jeux de rôle, des jeux ludiques, tout un ensemble d'expériences qui sont désormais proposées dans ces musées. On peut faire le parallèle avec Marrakech, donc je passerai immédiatement la parole à mes collègues pour également tout un ensemble de musées qui ont été créés, parce que effectivement, il fallait trouver des lieux pour le tourisme. Donc là, pour les musées, je pense qu'on était véritablement au cœur de notre problématique, et qui consiste à dire que s'il n'y a pas des lieux patrimoniaux, ben, ce n'est pas grave, on en fait, on en produit. Donc là, véritablement, dans une logique de tourisme qui, je le répète, a fonctionné comme une véritable machinerie à produire ces patrimoines, coûte que coûte. Il a comme j'ai continué effectivement sur Marrakech. On a une tendance similaire à celle de Tianjin, c'est-à-dire on a une multiplication de musées. Là encore, les musées, ils sont en gros pour la plupart, ils sont des grandes collections, parfois personnelles. Et pas vraiment des musées, hein, c'est pas le Louvre, comme disait Maria. Mais ce qui devient très, très intéressant, c'est qu'on a vu aussi bien l'augmentation du nombre absolu de musées. Je ne sais pas dire exactement combien ils sont maintenant, mais on a passé le 30 pour la partie centrale de la ville de Marrakech, donc la partie intramuros plus la partie, disons, coloniale, la ville de première partie du XXe siècle. Et ce qui est très intéressant, et que moi j'ai trouvé très intéressant, et rentre dans ce discours de liaison avec une patrimonialisation, est effectivement la spécialisation continue qui ont les musées. Ils ont commencé avec des présentations très génériques, et après, ils se sont ouverts à la multiplicité du type de tourisme. Marrakech, qui est parmi les sites de notre recherche conjointe, la ville la plus proche des consommateurs européens, hein, parce qu'il n'y a même pas 3 heures d'avion moyenne de l'Europe, en effet, a une quantité de tourisme très intéressant, de personnes qui peuvent y aller pour des périodes courtes, et donc devient très intéressant pour pouvoir offrir de quoi occuper le deuxième voyage, le troisième voyage. Et très souvent, on voit dans le premier voyage, bien évidemment, on utilise ce qu'on a dit avant, les grandes images, et après on s'aperfectionne. On se raffine et on propose justement pour ce tourisme
on a de l'offre plus raffinée, plus précise. Et ça qui est très intéressant, qu'on voit dernièrement, dans les dernières 5 ou 6 ans, et même après la fin de notre projet, donc l'année dernière, on voit que l'État aussi rentre dans ce dynamisme. Et ce qui apporte comme avantage, que l'État il se prend en charge des musées qui sont plus proches de la vision de musée qu'on a en Occident. Qu'il y en a en Occident et au Maroc aussi, mais qu'il y a beaucoup moins. Et donc, effectivement, l'offre se multiplie et il commence à augmenter beaucoup de qualité. C'est qui est particulièrement intéressante parce qu'on recrée et on arrive à réétudier ce qu'on a sur site. Et effectivement, on enrichit le patrimoine matériel qu'on a. J'ai la base, c'est moi, c'est la barbe qui fait crack. Désolé. Hein. Voilà, donc ça, c'était la vision principale qui me paraît sortir de notre expérience sur Marrakech. Oui, juste peut-être souligner donc, les musées dont on parlait, la multiplication des petits micro-musées dont on parlait, c'est qu'ils sont d'initiative privée. Ce qui n'est pas vraiment notre expérience, nous, en tant qu'occidentales. Donc, c'est juste pour souligner, en fait. Et donc, cette montée, finalement, il y a un rattrapage, finalement, il y a un renvoi et un signal qui a été envoyé vers les pouvoirs publics dans le cas de Marrakech. Ça, je ne sais pas dans le cadre des autres terrains. Aussi, par rapport à cette singularisation qui se passe pour chaque musée, qui cherche sa touche, peut-être préciser, par exemple dans le cas de Marrakech, ça devient le musée berbère, le musée de la photographie, et puis alors le musée d'art, plutôt de présentation des artistes locaux, etc. Et donc dans la trajectoire de ces espaces, ça peut aussi être à destination finalement de la population locale. Au départ, c'était pensé peut-être ça a été une impulsion vers les touristes, et puis il y a eu une ouverture qui a pu se passer vers des communautés dans les quartiers. En tout cas en Médina, c'est assez flagrant. Et puis alors dans cette singularisation aussi, ce qu'on a pu voir, c'est que le jardin devient musée. Le jardin devient musée, la nature devient musée. La nature était déjà mise en image, on l'a vu avec, par exemple, les montagnes, etc., le palmier, etc. Et puis après, ça devient aussi, le jardin en ville devient aussi mis en valeur, rendu plus accessible au public, etc. Donc ça, c'est dans ces petites singularités qui se mettent en place du fait de la démultiplication des musées, pour justement augmenter l'attractivité, le retour d'une série de touristes. Et voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Donc dans cette circulation que l'on voit, hein, on est avec des initiatives que l'on n'imagine pas traditionnellement en Occident, c'est-à-dire qu'on ne va pas rattacher au terme de musée celui de micro-entrepreneur. Est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels on voit ces micro-entrepreneurs prendre une part importante justement dans cette mise en patrimoine des villes? Est-ce que vous avez des... Élodie? Alors, ça tombe bien, là, il y a un petit peu de Buenos Aires, donc je vais repartir sur le tango. Évidemment, quand on vient à Buenos Aires et qu'on veut voir du tango, on ne va pas aller dans un musée. Hein, c'est pas ça qu'il faut faire, évidemment. On va aller voir un tango show. Et les tango shows, c'est un peu comme si vous alliez à Paris voir un spectacle du Moulin Rouge. Et donc, c'est quelque chose qui est ultra scénarisé, qui est fait pour le touriste international, qui est de passage et qui n'est pas un danseur de tango. Par contre, on peut aussi venir à Buenos Aires pour voir du tango et surtout danser du tango. Et là, en fait, on va choisir d'aller en milonga. Alors, c'est plus les bonnes images, mais c'est pas grave. On va choisir d'aller dans des bals tango. Et il y en a énormément dans la ville de Buenos Aires, dans la ville de Montevideo et aussi de par le monde, hein, puisqu'il y en a à Paris. Même ce soir, si vous voulez aller danser le tango, je pense que c'est possible. Donc, en fait, pour aller... expérimenter, vivre le tango, faire partie de cette communauté tango, on va aller dans ces lieux-là qui sont en fait
tenus par des micro-entrepreneurs. C'est une figure qu'on a développée sur tous les terrains. Et donc moi, je vais parler juste de ces organisateurs de milonga ou organisateurs de festivals qui sont en fait des danseurs, parfois des danseurs qui vont dans les tango shows aussi, parce que c'est des professionnels de haut niveau, et par ailleurs, ils donnent des cours, par ailleurs, ils ont leur milonga, qui, alors à un moment, on voyait un petit papier, en fait, qui sont distribués à Buenos Aires, on peut choisir entre 5 ou 10 milongas par soir à Buenos Aires, et aller voilà, avec ses chaussures de tango, puisqu'il faut avoir ses chaussures à talons hauts. Même pour les hommes, il y a des chaussures spéciales. Et donc, les touristes bien équipés vont de milonga en milonga. Ceux-là vont pas dans les tango shows. Et généralement, en fait, dans les touristes qu'on a interviewés, il y en a plein qui, en fait, sont des Européens, hein, des étrangers, et qui se disent à chaque fois, mais je vais aller visiter le reste de l'Argentine, parce que quand même, il y a énormément de choses à voir en Argentine. Et en fait, jamais ils n'y arrivent. Ils restent toujours à Buenos Aires parce qu'ils sont happés par cette tangomania qu'on avait développée aussi. Sur la question de cet entrepreneuriat touristique, hein, il se connecte également à des dynamiques de circulation, puisque sur chacun des terrains, on voit des initiatives, alors micro-entrepreneuriales notamment, se développer par des personnes qui sont elles-mêmes en circulation, qui sont d'anciens touristes éventuellement, qui sont donc des personnes avec des trajectoires cosmopolites, et pour lesquels l'investissement dans une entreprise à dimension touristique et patrimoniale constitue également un projet de vie marqué par un changement de vie. Alors effectivement, c'est fréquent dans le cas du tango, ce qui est un facteur de transformation aussi, hein, des significations patrimoniales, parce que ces initiatives micro-entrepreneuriales sont aussi des initiatives qui créent de la différence d'une certaine façon, hein, ce qui est un argument commercial. Par exemple, telle enseigne de cours de tango va proposer une forme de syncrétisme avec des spiritualités différentes, New Age, avec des cours de yoga, etc. Donc on voit une évolution des significations par ces initiatives. Alors, il y a beaucoup de travaux qui questionnent le lien entre patrimoine et marchandisation. Donc, on pourrait dire micro-entrepreneuriat, est-ce qu'il s'agit là d'une forme de marchandisation du patrimoine? Et lorsqu'on évoque marchandisation, on est souvent très proche de l'idée d'une perte de substance. Alors, voilà, c'est effectivement des éléments qui peuvent être présents, mais qu'on a essayé de voir aussi avec de multiples façons, en se rendant compte que cette forme qu'il s'agit également de vivre de la pratique patrimoniale. Et c'est vrai que avoir dans l'échantillon des terrains un élément du patrimoine immatériel nous a aussi rendu attentifs, je pense, sur chacun des sites, à l'idée que ce patrimoine, il est également vécu. Il y a une notion importante pour le patrimoine immatériel qui est la notion de sauvegarde, qui signifie les multiples façons, qui va au-delà de la conservation, qui désigne les multiples façons de tisser des liens avec l'élément, et une des conditions également du maintien et de la transmission, c'est également de pouvoir en vivre d'une certaine façon. Voilà, il ne s'agit pas du tout de faire l'apologie, bien évidemment, de dynamique entrepreneuriale autour du patrimoine, mais de dire qu'elles ont également cet élément-là, et que ces lieux, en tout cas dans le cas du tango, ont été des lieux de transmission, d'apprentissage, et qui ont aussi élargi d'une certaine façon les périmètres de ce qu'on peut appeler la communauté tango, pour reprendre aussi le mot communauté qui apparaît lorsqu'on parle de patrimoine immatériel. Et les micro-entrepreneurs au Québec, dans cette vieille ville du nouveau continent? Avant de parler du Québec, j'aimerais bien parler de Marrakech, parce que je pense que le micro-entrepreneuriat au Marrakech est extrêmement important. Tout ce que nous avons vu sur place autour des riads, par exemple, relève de ces initiatives d'entrepreneurs qui choisissent d'aller vivre à Marrakech, d'ouvrir un riad à Marrakech, de vivre leur rêve essentiellement à Marrakech, tout en exploitant et tout en faisant en sorte qu'il y ait aussi une réalité économique derrière. Donc, ce cosmopolitisme qu'évoquait Sébastien est extrêmement intéressant dans ces circulations, parce qu'on voit se faire de choses sur nos terrains par des personnes qui viennent de l'extérieur et se font donc certainement différemment que si elles étaient faites, on pourrait dire, localement. Donc, on est totalement dans ces circulations. On est dans des personnes qui ont roulé leur bosse, qui ont travaillé ici et là,
qui connaissent des contextes différents, qui choisissent d'aller dans tel ou tel lieu. Donc à Marrakech, c'est vraiment flagrant, notamment autour de ces riades. C'est également très visible aussi à Tianjin, parce que dans les concessions internationales, il y a clairement une volonté de la part de tout un ensemble des jeunes, notamment personnes, qui ont un capital, je dirais, international, qui ont une certaine aisance avec donc les circulations, qui connaissent le monde, qui ont fait leurs études ou qui ont vécu également ailleurs et qui choisissent aussi de s'installer dans les concessions, parce que les concessions, c'est les concessions, parce qu'il y a un environnement patrimonial qui est très particulier, qui leur parle. Et c'est là où ils vont ouvrir une galerie, c'est là où ils vont ouvrir une micro-brasserie, c'est là où ils vont créer un nouveau café. Et on sait très bien que c'est pas que de l'entrepreneuriat au sens véritablement économique et entrepreneurial du terme. Je ne suis pas du tout certaine que toutes ces initiatives que nous avons vues à Tianjin sont effectivement soutenables, comme on dirait. Mais il s'agit vraiment de vivre son rêve, d'une certaine façon, de la part des personnes qui ont la capacité financière de pouvoir investir un petit capital pour transformer tel ou tel lieu, telle ou telle villa, tel ou tel lieu patrimonial à Tianjin. À Québec, les choses sont beaucoup plus classiques. Donc, il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire à dire à Québec. On est plutôt dans un contexte dans lequel ces micro-entrepreneuriats reflètent ce qu'on peut observer de façon, je dirais, plus générale. C'est très intéressant, mais pas marquant comme cela peut être à Tianjin, à Marrakech ou à Buenos Aires. À Québec, on a essentiellement un micro-entrepreneuriat qui s'inscrit dans cette volonté de tirer bénéfice d'une ville qui, de toute façon, est extrêmement attractive aujourd'hui sur le plan touristique. Donc, transformer aujourd'hui en Airbnb telle ou telle maison traditionnelle, on est plutôt dans des schémas qui sont assez classiques. Mais ce que nous avons vu à Tianjin, je pense qu'il est extrêmement intéressant parce qu'on voit comment, finalement, ces micro-entrepreneuriats créent aussi, au-delà, finalement, de la restauration matérielle de ces lieux, créent aussi des scénarios, en fait, de comment on peut vivre dans ces lieux. Donne la possibilité de voir comment telle, par exemple, villa des années 1930 peut être revisitée en tant que telle, avec une thématique spécifique, ou en tant que restaurant avec telle ou telle cuisine. Donc, un rôle essentiel dans cette mise en tourisme de Tianjin. Donc, en fait, on est aussi avec une bascule en termes de mise en valeur du tourisme. Là où on était habitué à voir les grands hôtels au 19e siècle, au 20e siècle, avec tout un usage du grand hôtel qui a un peu disparu ici, mais qui est encore très présent en Asie. En tout cas, je fais référence à un ouvrage qui était paru sur le sujet, les grands hôtels en Asie. On est au contraire avec ces nouvelles formes de tourisme, avec une part beaucoup plus importante qui est laissée à des entreprises individuelles et à une appropriation aussi bien des lieux que des manières de faire. Est-ce qu'on peut dire ça? Non, je pense qu'on ne peut pas dire ça. On est dans des initiatives qui se superposent d'une certaine façon. Au même moment que ces personnes font un peu joujou avec les concessions parce que effectivement le contexte est sympathique, on voit très bien les gros investissements d'où ils viennent. Donc les uns et les autres sont intéressants et je pense qu'on a travaillé, on a un chapitre sur les micro-entrepreneurs et on a également un autre chapitre sur la grosse circulation en fait des capitaux qui est investie dans de gros projets. Dans le cas de Siem Reap qui est donc aux portes d'Angkor, on voit arriver ces capitaux massifs, notamment des voisins chinois qui vont construire les énormes hôtels de je ne sais pas combien de centaines de chambres.
Mais ceci se fait en parallèle avec effectivement un micro-entrepreneuriat qui va prendre des anciennes boîtes chinoises, comme on dit, qui sont donc les anciennes maisons qui étaient construites pour les travailleurs dans les centres des Siem Reap et qui vont les retravailler, vont ouvrir une micro-hôtellerie. Donc l'un et l'autre se fait en parallèle. Évidemment, ce n'est pas du tout comparable en termes de puissance financière l'un avec l'autre. Donc d'un côté, on a effectivement des circulations des capitaux qui sont massives, qui sont extrêmement importants. Et on est clairement dans les circulations, puisqu'on va retrouver des acteurs internationaux qui peuvent être présents dans plusieurs terrains en même temps. Et donc, en parallèle, on peut avoir ces micro-initiatives qui, très souvent, je les répète, ne sont pas forcément très rentables sur le plan économique, mais qui relèvent davantage d'un amour du lieu, d'une volonté de vivre dans ces contextes, parce qu'ils sont patrimoniaux et parce que le tourisme, quelque part, permet à ces personnes de vivre leurs rêves parce qu'il apporte un complément financier d'une certaine façon. La question sur Marrakech, c'est vraiment la transformation. Donc les grands investissements avec les grands hôtels, ils se sont réduits dans les derniers 30 ans. Et ce qui devient intéressant, le questionnement est sur l'usage l'usage des grandes installations, mais à ce moment, loin de la ville, et ce n'est pratiquement plus, enfin, on continue à l'appeler Marrakech, mais sont les grands hôtels qui sont éparpillés autour des terrains de golf. Mais là, on rentre carrément dans une autre dynamique, aussi bien économique qui est touristique de voyage, et qui sont les golfs. Il y en a 18 aujourd'hui à Marrakech. Il n'y a pas l'eau, mais on trouve de quoi arroser les terrains. Et les grands investissements, ils ne sont plus en ville, mais ils sont tous dans la Ouse, dans la région autour de Marrakech. La ville en tant que telle est désormais organisée tout autour de ce qui est devenu l'image de l'hospitalité à Marrakech, qui est le riad. Après, le riad comme avec piscine, etc., mais ça et ses déclinations. Peut-être juste sur la question des hôtels, c'est moins posé à Buenos Aires. Donc dans l'ouvrage, effectivement, c'est comment l'hôtel hébergement touristique devient lui-même un objet patrimonial. L'équivalent de l'hôtel à Buenos Aires serait plutôt alors le salon de thé, de façon un peu peut-être surprenante, mais parce qu'on est là sur un lieu qui est associé à la création poétique et musicale du tango, ou à des lieux dans lesquels ont eu lieu des performances emblématiques. Alors, c'est les années 70-80, la naissance des cabarets tango qu'évoquait Élodie, avec une massification de la consommation touristique du tango, alors même que le tango comme pratique sociale a perdu de sa généralité. Donc on a ce mouvement un peu surprenant entre les deux dimensions. Et donc les confitérias, les salons de thé, etc., avec tout l'enjeu de du coup préserver des lieux. Alors ICOMOS proposait la notion d'esprit de lieu il y a quelque temps. Voilà, des lieux qui sont associés presque spirituellement à l'idée d'un tango évanescent, peut-être un peu disparu, et qu'on tente de faire revivre en organisant des shows, des démonstrations de danse, etc. Donc voilà, donc on retrouve un autre type de lieu dans cette transformation. Tu vois pas, Sébastien, mais en fait, derrière, il y a la Boca. Donc on peut enchaîner sur effectivement, c'est pas des hôtels effectivement, mais on est toujours un petit peu en décalage avec le tango. En fait, nous, c'est un quartier là qui en fait a été mis comme un décor, en fait, un décor pour touristes à travers une rue qui s'appelle le Caminito, qui est, c'est là en fait, ce que vous voyez ici. Et devant, vous voyez une petite estrade, et il y a des danseurs de tango qui sont là et qui font le show. C'est un peu les travailleurs de l'informel du tango, on les a interviewés et ils dansent toute la journée pour être pris en photo par des touristes. Et donc ce quartier de la Boca, il est très coloré, carte postalisée,
comme on l'a intitulé pour tous les terrains d'ailleurs dans l'ouvrage. Et voilà, alors il n'y a pas d'hôtel en fait dans ce quartier parce que finalement, il ne vit que le jour et la nuit, il devient un peu dangereux, populaire. Donc en fait, il est vidé de ses touristes. Elsa, tu veux ajouter? Oui, alors peut-être par rapport au paradoxe que vous avez évoqué en début de la discussion sur les hôtels, pour insister sur le propos de Maria, je voulais dire que même dans le secteur des grands hôtels, il y a finalement une diversification de l'offre qui est en train de se passer là. Et donc, voilà, ça va vraiment dans le sens, non, c'est pas parce qu'il y a des initiatives individuelles, micro-entrepreneuriales qui vont faire une offre dans des espaces patrimoniaux petits et plutôt domestiques, comme le Riad, qu'il ne se passe plus rien au niveau de l'industrie du tourisme. Et donc, je voulais souligner, par exemple, il y a aussi un glissement qu'on peut constater, c'est qu'on flirte entre l'offre immobilière et l'offre hôtelière. Dans le cas de Marrakech, mais je pense que c'est le cas de d'autres terrains aussi, où en fait on est plus dans des résidences fermées qui proposent une série d'offres hôtelières dans un cadre hyper verdurisé, avec toutes les satisfactions de l'équipement, mais de type club de vacances, sans pour autant être dans un club de vacances, mais dans une villa. Et donc voilà, ça se multiplie, tout en travaillant bien sûr les images dans les choix paysagers de l'aménagement de ces résidences fermées, destinées en fait à être habitées une semaine par des familles différentes qui viennent en vacances, quoi, et qui iraient à l'hôtel. Voilà. Sur notre grand hôtel de Tianjin, on a un cas très intéressant à Tianjin, d'un des plus vieux grands hôtels à l'occidental en Asie, qui a conservé, qui existe toujours, et qui est à la fois un objet de restauration, de fierté, de repère pour la ville, qui a confié la restauration à l'école d'architecture de Tianjin, qui est une des meilleures en Chine pour le travail de restauration et de réhabilitation, qui a créé son propre musée, mais qui a fait l'objet d'une extension absolument colossale et qui reste très actif comme hôtel. Malheureusement, si on peut dire, pour rebondir sur le propos précédent, cet hôtel, qui était au départ relativement modeste, n'a pas force d'icône. On peut quand même en revenir sur la qualité de l'architecture, une architecture qui échoue à devenir parlante et à s'imposer comme l'emblème de la ville, ce que cet hôtel aurait pu avoir vocation à devenir. Il l'a été, mais avant d'être restauré, on va dire. Mais il l'a été. Il a été dans les années 90. Juste pour contextualiser, nous avons consacré un chapitre à 4 hôtels qui sont des hôtels iconiques dans 4 parmi nos 5 terrains. Effectivement, on n'a pas trouvé d'équivalent, comme cela a été mentionné tout à l'heure, à Buenos Aires, mais il y a 4 hôtels qui jouent véritablement un rôle d'icône. L'hôtel Astor, auquel Christine faisait référence à Tianjin, le grand hôtel à Siem Reap, qui est construit donc dès les années 1920, plusieurs fois restauré avec l'habituel jeu d'acquisition par tel ou tel groupe hôtelier. Là, c'est une véritable danse, en fait, en termes de changement des mains de ces hôtels. L'hôtel Frontenac à Québec, qui est effectivement une des icônes donc, de Québec. Je vais revenir là-dessus. Et finalement, le Mamounia à Marrakech. Donc, 4 hôtels sur lesquels nous avons consacré un chapitre parce qu'on a considéré qu'ils sont quelque part de portes d'entrée dans la ville et qu'on peut comprendre comment circulent déjà les personnes. On a donc une clientèle qui est effectivement qui fait partie de ces élites qu'on évoquait tout à l'heure, des élites donc circulantes et cosmopolites, mais comment également circule aussi tout un ensemble d'autres choses, des styles
des styles architecturaux, des styles de décoration, les inventions de chaque modernité, d'une certaine façon. La modernité, en fait, fait son entrée parfois dans ces grands hôtels. Cela a été le cas d'Astor qui était évoqué tout à l'heure, le premier ascenseur, les chauffages, l'eau courante à tous les étages, à un moment où ces réalités ne font absolument pas partie des réalités urbaines. Donc, une modernité occidentale qui entre, qui arrive, en fait, à l'occurrence à Tianjin, grâce donc à ces grands hôtels. Et pour focaliser peut-être un peu plus sur l'hôtel Frontenac à Québec, c'est vraiment un cas d'hôtel qui nous a énormément intéressés parce que là, on est dans l'iconisation totale. C'est vraiment l'hôtel qui représente la ville. La ville est Frontenac, Frontenac est la ville. On a fait un travail sur une trentaine de guides de couverture, en l'occurrence des guides. Le château Frontenac est partout et systématiquement donc sur ces couvertures. C'est vraiment l'image absolue. Là, évidemment, c'est un monument historique. C'est un hôtel qui est donc protégé au titre de monument historique. C'est un musée qui organise ses propres visites, qui est un lieu touristique, qui se fait visiter, qui sort donc son magazine, qui en fait accueille les grands de ce monde. Donc ces hôtels, c'est juste pour expliquer, ces 4 hôtels dans 4 parmi nos 5 terrains ont été extrêmement intéressants pour nous parce que cela a permis de conjuguer plusieurs types de circulation. Et justement, ces grands hôtels ont longtemps été les lieux où les normes, les experts peuvent à la fois se rencontrer, mais aussi se développer, voire prendre de nouvelles directions. Est-ce que, outre le lieu qui facilite ces circulations des normes, ces circulations de réglementation, d'expertise, est-ce qu'il y a d'autres manières de pouvoir généraliser des points de vue communs, que ce soit pour les touristes ou que ce soit pour les pays même qui développent ces nouvelles pratiques? Qui est-ce qui a envie de répondre sur le sujet? Je me regarde, j'ai l'impression que je dois Tous répondre. les regards se tournent vers toi, Sébastien, tu n'as pas le choix. Oui, donc effectivement, un des points, alors il y a je crois une vingtaine de chapitres, et un des chapitres porte sur les questions des normes. Alors pourquoi les normes? Parce que on s'est dit, classiquement, quand on travaille sur les questions patrimoniales, on s'intéresse aux politiques publiques de patrimonialisation qui vont aboutir à définir le licite, l'illicite, les périmètres, etc. Alors évidemment, cette question des politiques publiques et des réglementations publiques et de ce qu'on peut appeler l'urbanisme patrimonial, également de façon plus large, a été un point, mais qu'on a voulu confronter aussi à l'idée que c'est questionné en permanence par des projets d'investissement qui vont essayer de jouer avec les règles, voire de les contourner, avec également ce paradoxe qu'on retrouve dans les condamnations contemporaines du tourisme, où finalement on a des pratiques touristiques qui peuvent apparaître comme choquantes et qui parfois effectivement témoignent d'un manque de sensibilité à l'égard de certains lieux, mais qui ne sont pas en tant que tels une mise en péril de la dimension patrimoniale. Donc finalement, prendre la notion de norme plutôt que la notion de règle ou de loi qu'on utilise habituellement lorsqu'on évoque la question patrimoniale, c'était se confronter un peu de façon un peu élargie. Alors la question des normes elle-même dans le tourisme, elle est souvent associée à l'idée un peu de la suspension des normes. Le tourisme serait ce moment où on peut se laisser aller et justement dans des lieux un peu hétéronormés, vivre autrement, des expériences, etc. Et donc on s'est rendu compte qu'un certain nombre de pratiques touristiques provoquaient des conflits par leur exubérance et étaient l'occasion de réaffirmer non pas la règle patrimoniale, mais un peu de la norme patrimoniale, des performances de respect et produisaient également du consensus dans la condamnation de ces pratiques touristiques. Donc voilà un peu pour la première façon dont la question normative a été abordée.
Après, on l'a rencontré de façon plus spécifique, alors là je vais revenir au cas du tango, dans la façon également dont la circulation de normes, de codes, transforme la pratique elle-même. Alors vous me direz, est-ce que c'est pas plus simple dans le cas du patrimoine immatériel, puisque du patrimoine immatériel, on considère que on est sur un patrimoine vivant, en recréation permanente, pour prendre la définition, l'article 2 de la Convention de 2003. Alors je pense que non, je pense qu'effectivement, cette question de la question de la façon dont on protège se pose également à l'égard du patrimoine matériel. Alors, j'en reviens au cas du tango. On s'est intéressé à tous les cas où la façon de danser qui peut être établie était re-questionnée par des pratiques en circulation, que ce soit dans la règle hétérosexuée du tango, voulant qu'il y ait un danseur et une danseuse, et le danseur conduit et la danseuse est conduite. Donc là, on voit notamment par la circulation via l'Allemagne, les Pays-Bas, un rejeu des stéréotypes de genre dans le tango qui, circulant, s'établit également à Buenos Aires. On s'est intéressé aux promoteurs de nouvelles milongas à Buenos Aires, ouvertes à la diversité des genres, à la diversité des façons de danser. Et puis, on a vu également les organisateurs de milongas réaffirmer certaines normes pour aussi se prémunir d'évolution dans la pratique du tango. Voilà. Donc la question normative pour aller au-delà de la question de la règle, qui est souvent celle qui est affirmée, pour intégrer aussi la façon dont les mœurs, un mot un peu ancien, transforment les patrimoines et les façons de le conserver et de le transmettre. Tango cuir, tu parlais. En notable. Voilà. Ok. Donc on continue les illustrations. On est passé. Donc dans le cas des normes à Marrakech liées à cette patrimonialisation, on peut en citer une particulièrement, c'est qui est par rapport à des traditions et des habitudes qui ont normalement lieu en Médina, donc dans cet espace qui était considéré comme traditionnel. Eh bien, il y avait une occupation particulière sur les terrasses, sur les toits des maisons. Et donc, qui était plutôt un espace féminin, on va dire, et où les femmes allaient discuter d'une maison à l'autre par le biais des terrasses, ou pendre le linge, etc. Et donc, l'arrivée de ces micro-entrepreneurs qui développent des riads pour leur donner accès aux touristes en faisant des lieux d'hébergement, des petits hôtels, etc., ont été l'occasion de faire des aménagements sur ces terrasses, puisque c'est là précisément qu'on peut voir la Coutou bien au loin, les montagnes, la neige, les palmiers. Et depuis cette occupation nouvelle, ça a créé une série de conflits, puisque la norme de l'occupation de la terrasse, c'est précisément justement d'être discret, pas être visible, ne pas regarder, etc. En dehors justement de l'œil de l'inconnu, de l'œil, on est au contraire vraiment dans l'espace de la de l'espace domestique, et là tout d'un coup ça devient un espace ouvert, accessible à l'étranger, et où les femmes peuvent être vues. Et donc du coup ça ne va pas au quotidien si facilement que ça. Et donc là il y a finalement une confrontation régulière. Et donc aussi un autre exemple, on pourrait prendre l'exemple de la musique. Normalement, ces terrasses sont censées être calmes, voilà, dans les traditions locales. Et donc, maintenant, avec tous ces nouvelles occupations, on peut y entendre des concerts, etc., qui vont alors prendre place, qui vont s'entendre sur l'ensemble du quartier. Tout le monde, alors que justement, les quartiers en Médina sont censés être tranquilles. Et autre chose, par exemple, un autre exemple, et je m'arrêterai sur celui-là, c'est celui de l'alcool. Donc, comme tu disais, cette arrivée, le tourisme est associé plutôt à une
une forme de libération, peut-être un relâchement, on va dire, alors que localement, on pourrait justement avoir des attentes qui ne vont pas dans le sens d'un relâchement. Et donc, du coup, il y a une population qui peut arriver avec des idées festives, des envies festives, etc., qui entrent en confrontation avec des normes attendues localement. Et donc, par exemple, en Médida, à Marrakech, on est censé ne pas avoir de vente d'alcool. Et donc, des hébergements dédiés aux touristes cherchant à se relâcher sans alcool posent évidemment des questions. Donc justement pour ces micro-entrepreneurs qui font de ces espaces aussi des lieux commerciaux. Et voilà, et l'alcool fait partie bien sûr de ces objets rentables pour le tourisme. Maria, un petit mot de la fin, avant de prendre les questions du public, s'entend. Oui, donc voilà, un mot pour la fin. C'est difficile de faire une conclusion, mais ce que je pourrais dire, c'est que on a cherché, une fois que ce travail de terrain avait été mené dans nos 5 terrains, de voir jusqu'où peuvent aller les circulations, donc déclasser d'une certaine façon ces terrains depuis les plus ouverts jusqu'aux plus fermés. Et effectivement, je parlais tout à l'heure d'un corps en tant que laboratoire de mondialisation. Nous sommes clairement ici dans les schémas des lieux dans lesquels le patrimoine se produit par les circulations d'idées, d'experts, de touristes, de normes, en l'occurrence, par les brassages d'idées entre les différents intervenants. Et c'était intervenants experts, intervenants promoteurs, intervenants hôteliers, enfin bref, donc tout un ensemble d'acteurs qui agissent dans cet espace. Donc, ce qui nous a semblé vraiment important, c'était de comprendre comment tout ceci crée des réalités par la circulation qui autrement n'auraient pas pu se produire. Donc voilà, une sorte de classement des lieux par les plus, enfin, en commençant par les plus ouverts jusqu'aux plus fermés, mais évidemment, terrain toujours en cours. Alors maintenant, faisons circuler la parole. Qui veut poser des questions, demander des... Bonjour, j'avais une question par rapport à l'idée donc du tourisme qui produit le patrimoine. Vous avez parlé donc du rôle de l'image et je me posais la question des réseaux sociaux parce que j'ai l'impression que ça accentue cette importance de l'image et ça m'a fait penser sur mon terrain de recherche donc à Nankin en Chine. J'ai remarqué que quand les quartiers étaient réhabilités, on pensait déjà à cette image future aux réseaux sociaux. Il y avait même des murs ou des espaces qui étaient déjà pensés pour les futures photos qui attireront d'autres touristes, etc. Donc je me posais aussi cette question-là. Oui, totalement. Mais parlant de la Chine, nous avons ici la spécialiste du Wanghong. Donc peut-être elle pourrait nous en parler. Voilà, je lui donne tout de suite la parole. Donc les influenceurs chinois. Merci François. Je trouve que maintenant les réseaux sociaux c'est vraiment très choquant en Chine que en fait toutes les informations sont cherchées, circulées dans les réseaux sociaux. En fait, comment j'ai expliqué ça? On utilisait Google ici. Pour trouver les endroits de destination, on trouvait comment on voyage. On prend le train, on prend le métro, comme ça. Mais en fait, en Chine, on fait tout ça dans les réseaux sociaux. Donc, il y a les influenceurs qui ont partagé le mode de visiter la destination, l'attraction, on doit visiter, la boutique, il faut qu'on achète quelque chose. Donc, voilà, ce sont tout dans les réseaux sociaux. Donc, avant, on a visité la destination, on a déjà l'image qui a construit par les réseaux sociaux. Et après, un peu comme en fait, on réfléchit et d'après, quand on arrive à la destination, on comparait qu'est-ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux et la réalité. Donc ça, c'est vraiment changé le mode de promotion. Donc, parce qu'en fait,
participants dans les endroits, les managers dans la destination, ils ont bien compris l'importance des réseaux sociaux. Donc, ils veulent changer l'endroit, ils vont changer la décoration, ils vont faire la rénovation juste pour faire la promotion des réseaux sociaux. En fait, on dit, Tianjin, les anciennes concessions, on dit que ce sont maintenant les destinations des réseaux sociaux. Et en fait, quand on marchait dans la rue, on peut voir toutes les façades sont transformées juste pour faire la photo pour l'influenceur. Et après, l'influenceur va partager ses photos, ses travaux. Donc, on voit ce cycle, c'est toujours rond comme ça. Et en fait, je trouve que les anciennes concessions, spécialement pour l'histoire, d'après, ça utilisé comme le matériel pour l'imaginaire. Donc, je prends un café dans un petit café. Comme Maria a dit, il a un petit investissement des jeunes qui ont un petit capital. Donc, il crée un endroit comme je fais le voyage dans le temps, donc je rentre dans le 1900, donc je suis ici comme expérience dans l'ancienne concession. Donc, et cette expérience partagée dans les réseaux sociaux, il va attirer les autres personnes à faire la même chose. Donc maintenant, on voit l'ancienne concession sont vraiment bloqués par les touristes. Le over-tourism, finalement, sont choquants. Maintenant, on a le vacances nationales pendant 7 jours. Et maintenant, je fais mon recherche dans les réseaux sociaux, donc je peux voir combien de personnes sont visitées, combien de personnes sont bloquées. Il y a une nouvelle boutique de librairies qui sont ouvertes dans l'ancienne concession italienne. Et on attend 1h30 pour juste entrer dans la nouvelle boutique pour prendre une photo et pour partager. Et aussi, ça rentre pour les touristes. Donc, les touristes sont ici pour faire les photos et pour faire partager, mais pas vraiment pour l'histoire. Donc, ils ne comprennent pas l'histoire de concession. Quand je fais l'enquête, je demande, est-ce que tu sais, est-ce que ça c'est l'ancienne concession de toute l'histoire? Ils ont dit non, je suis ici pour faire les photos. Je suis ici pour partager mon expérience dans les réseaux sociaux. Donc, voilà. Donc, on a deux côtés, juste un côté. Donc, ça, il y a les revenus, il y a plus d'attention. Dans l'autre côté, on n'a pas toujours dans la destination patrimoine, c'est vraiment transformé dans la destination des réseaux sociaux. Merci sur ce nouveau rôle des images et des icônes qui souhaitent des éclaircissements, des questions. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de concilier l'authenticité avec le patrimoine? Parce qu'en fait, la vision que j'ai aujourd'hui, qui est peut-être assez pessimiste dans le cadre de mes recherches, au sujet du pastiche en Chine, dans le patrimoine chinois, j'ai l'impression que c'est extrêmement difficile de conserver cette authenticité qu'on a un peu glorifiée en France et que c'est pas vraiment cohérent avec la transmission et la réalité des choses dans le monde entier. Est-ce que vous pouvez élaborer un tout petit peu? Merci. Allô? Oui, ça marche? Oui, peut-être juste avant, pour vous, l'authenticité, c'est quoi? Juste. Je dirais par exemple l'authenticité en France ou alors dans l'Occident, d'après ce que j'ai compris, c'est l'attachement à l'objet, à la pierre. Donc en fait, tant qu'on modifie les matériaux, tant qu'on ne respecte pas la construction ou l'artisanat originel, on va dans l'inauthenticité. Mais je sais qu'en Chine, c'est pas exactement pareil parce qu'il y a ce rapport avec la culture, notamment avec la révolution culturelle qui est extrêmement différente. Donc pour moi, authentique, c'est flexible entre la France et la Chine, mais est-ce que vous pourriez me donner votre définition, par exemple, de ce qui est authentique et votre vision de ce mot dans le patrimoine contemporain?
Je pense que Québec serait sans doute intéressant, puisque c'était un point de départ de la réflexion. Je vais peut-être juste répondre d'abord sur le tango, parce que dans le cadre du PCI, alors il y aurait deux réponses. La première, qui sera assez facile, c'est de dire que la notion d'authenticité dans le cadre du PCI est, on va dire, plutôt globalement écartée, parce que justement, elle empêche cette idée d'une recréation permanente. Maintenant, c'est un peu trop facile peut-être d'avoir cette réponse institutionnelle, parce que le vécu, à la fois peut-être touristique, mais également de performeurs, va sur le terrain de l'authenticité, c'est-à-dire l'idée d'une concordance entre ce qu'on imagine être la pratique comme elle devrait se dérouler, et puis ce que l'on propose ou ce que l'on perçoit. Donc même si l'authenticité comme concept institutionnellement n'est pas retenu, comme expérience, on peut toujours quand même se demander si cette authenticité perdure. Et donc, on est parti un peu d'un paradoxe aussi. Élodie évoquait le cas des tango shows. Quand on demande aux touristes un peu spécialisés, c'est-à-dire ceux qui disent non, je ne suis pas touriste, je viens à Buenos Aires parce que je suis danseur ou danseuse de tango, ils disent non, je n'irai pas dans les tanguerias, c'est-à-dire assister à un cabaret tango. Parce que justement, c'est une forme folklorisée du tango. Et effectivement, l'histoire des cabarets tango est la construction d'un spectacle. Alors, on a travaillé sur les réseaux sociaux touristiques et notamment les traces laissées par les visiteurs sur TripAdvisor pour analyser les discours sur les tanguerias. C'était plus compliqué sur les milongas parce qu'il y avait beaucoup moins de commentaires. Mais on s'est rendu compte aussi que cette première condamnation, on va dire, un peu du sens commun des habitués du tango est un peu rapide parce que ces tanguerias, c'était aussi l'occasion pour des musiciens de performer, parce que le paradoxe, c'est que dans les milongas, on a plutôt un DJ qui passe des MP3 ou des vinyles dans certains cas, et finalement, vivre de la musique tango, c'est se produire sur des scènes un peu stéréotypées qui pourraient donner le sentiment, si on a un jugement en termes d'authenticité, qu'on est là face à une version folklorisée, mais qui est une façon de quand même permettre de rendre pertinent, de continuer à apprendre à jouer du tango, bande de néon, contrebasse, piano, chant, etc. Voilà. Donc ça, c'est la réponse pour le patrimoine matériel. Et puis, j'ai rencontré les travaux d'un chercheur, alors je crois chinois, qui s'appelle Su, qui justement a interrogé cette question du sens vécu. Alors déjà, qui disait que la notion d'authenticité, malgré sa condamnation dans le registre international, était reprise. Alors moi, je suis incapable de dire ce qu'il en est, mais par les institutions chinoises elles-mêmes lorsqu'elles évoquent le patrimoine matériel, mais qui a interrogé des performeurs pour lesquels la notion est pertinente, et je trouve ça intéressant, c'est SUE, vous connaissez sans doute, mais en tout cas, moi, ça m'avait beaucoup apporté de lire ces travaux-là sur la Chine, mais pour mieux comprendre le cas argentin. Oui, peut-être encore ici, parce qu'encore une fois, c'est là où on voit comment se confrontent ces différentes approches de ce qu'on peut appeler les uns et les autres authenticité sans jamais parler de la même chose. Et c'est vrai que la définition de l'authenticité varie énormément en fonction des disciplines, varie beaucoup en fonction des pays. Et c'est vrai aussi, vous le dites, que les approches sont différentes donc, en Europe occidentale. Et c'est vrai qu'on ne rencontre pas dans d'autres contextes forcément ces besoins d'une authenticité, je dirais, un peu fétichiste de la matière. Donc la question de la matière, elle est sans doute vue différemment. Moi, ce qui m'intéresse plus que ce qui fait l'authenticité dans l'absolu, ce sont ces petits déplacements qu'on fait parce que justement les idées circulent. Et comment? Parce qu'on se confronte à l'autre, parce que en fait on discute de la façon dont il faut faire tel ou tel projet de restauration. Il y a quand même un mouvement, on fait bouger les lignes et on voit que non seulement comme on a l'habitude jusqu'à maintenant, les doctrines occidentales circulent un peu dans le monde, mais comment aussi les collègues donc européens s'alimentent beaucoup de la façon dont on aborde la restauration dans d'autres contextes. Et ça, c'est véritablement intéressant. Je disais donc tout à l'heure que ça dépend de comment on voit la restauration. Pour peut-être un architecte de monuments historiques en France,
opérer une anastylose, c'est quelque chose qui est inacceptable. Donc, on est tout à fait habitué à la ruine, belle ou moins belle ruine. On est habitué à voir par terre un ensemble de pierres comme si c'était un Lego, pardon. Ça, c'est quelque chose qui passe très mal dans d'autres contextes. Ça peut même être considéré comme un irrespect pour les temples parce qu'on n'a pas pris soin, parce qu'on n'a pas, on n'a pas fait en sorte à ce qu'ils puissent continuer à assurer sa fonction. Donc, toutes ces questions, dans les cas d'Angkor, sont discutées entre les différents pays. Entre, par exemple, les Indiens qui vont opérer une anastylose relativement radicale parce qu'il est important de retrouver les temples, les Français qui vont réagir parce que l'anastylose n'est pas du tout finalement dans la façon de faire. Il y a des choses qui bougent. Personne ne reste parce qu'on ne peut pas rester dans sa position. Et même si on a des grandes différences entre la façon dont on restaure tel temple et tel autre temple, parfois même le même temple, pas forcément encore, mais ailleurs au Cambodge, où des pays différents se partagent le même temple, les différentes parties du même temple. Donc, ce qu'on voit en fait bouger, évoluer, me semble véritablement intéressant. Et c'est ce que je trouve finalement intéressant à regarder. Ce n'est pas une authenticité dans l'absolu, parce que c'est vrai qu'il faudrait voir comment les uns et les autres se la définissent, mais de voir comment tout ceci bouge parce que des contextes qui n'étaient pas habitués à se rencontrer, aujourd'hui non seulement se rencontrent, mais sont obligés de facto à collaborer. Je scrute, oui. Alors, pour ceux qui sont très désireux d'acheter un livre, sachez que Maria a eu la bonne idée d'en apporter. Donc voilà, si vous avez un chéquier avec vous, c'est la meilleure manière de tout savoir. Bonsoir. J'avais une petite question, puisqu'en fait, vous avez abordé l'authenticité et la circulation en fait, sur ces sites-là. Pour toujours rebondir sur l'exemple de la Chine, pour y être allé en début d'année, moi, ce qui m'a un peu interpellée, c'était notamment la question de l'accessibilité à ces sites. Qui a pas été vraiment abordé durant votre conférence. Et je trouve que c'est quelque chose qui m'a frappée, puisqu'en fait, sur des sites même naturels, on va avoir des accès complètement artificialisés et qui vont se greffer même sur la roche, où on voit des images folles avec des escalators pour accéder au plus haut de la montagne. Et ça participe aussi à ce mystère pour moi, de ce rapport à cette accessibilité, mais aussi à cette démocratisation de la culture dans le sens occidental, mais pas forcément le cas dans le sens chinois, où est-ce que ce sera plutôt une accessibilité à prendre une photo, je dirais, si je vais à l'extrême. Et voilà, et je voulais savoir un peu quel était votre avis sur ces questions-là, puisque du coup, oui, on prône le tourisme, mais du coup, on en vient forcément à la question de la destruction du coup de ce patrimoine. Je sais que vous ne vouliez pas forcément partir sur ce sujet-là tout de suite, mais du coup, je pense que c'est le bon moment pour le mettre sur le tapis aussi. C'est vrai qu'on a travaillé dans des contextes plutôt patrimonialisés, donc ces types d'interventions radicales sont relativement limités. Cela dit, certains parmi nos sites ont procédé finalement dans la facilitation de l'accès des touristes très tôt dans leur histoire. C'est le cas du Vieux-Québec. Les funiculaires dans le Vieux-Québec se construisent dès la fin du 19e siècle avec justement cette volonté d'assurer une accessibilité directe, immédiate depuis la basse ville vers donc les châteaux Frontenac. On a ces questions, pas tellement en termes d'accessibilité, on les a un peu encore dans la facilitation de la prise de photos, qui est une autre histoire, mais il y a un certain nombre de parallèles où il faut non seulement assurer les passages et l'arrivée des gros flux finalement dans des sites qui sont relativement exigus, mais il faut faire en sorte à ce que tout le monde trouve son compte. Donc il faut aménager la passerelle où on est censé se placer, se poser pour prendre telle ou telle photo. On ne peut pas répondre à cette question dans les cas de Marrakech, pas véritablement, parce que la question de l'accessibilité ne se pose pas dans les mêmes termes que ceux que vous avez évoqués. C'est vrai que ça peut être
une préoccupation majeure sur certains sites patrimoniaux. Je pense là maintenant non pas à Angkor, mais à Preah-Vihear, qui est donc un autre temple au Cambodge, où effectivement, pour pouvoir accéder à ce temple et pour pouvoir également aussi faire accéder les matériaux qui permettent la restauration, il a fallu construire une véritable autoroute, donc, qui a été construite grâce à des chapiteaux, notamment chinois, parce qu'une partie de ces temples est assurée par la Chine. Comment dire? Ce qui m'intéresse dans cette question que vous posez, c'est quelles sont les limites et qui les pose. Et ce que je constate dans certains cas, c'est que certains pays n'ont pas la possibilité de ne pas le faire. Donc, il y a un contexte tel où il y a des capitaux qui arrivent et où finalement les pays ne se trouvent absolument pas en situation de négocier. C'est clairement le cas du Cambodge. On arrive au terme de notre session, mais juste avant, si vous aviez quelques mots pour dire pourquoi il faut lire ce livre. Elsa. Ben oui, parce que tu as un micro à côté de toi. Pourquoi il faut lire ce livre? Je dirais, je suis prise au dépourvu. Je dirais simplement parce que il y a ce croisement de territoires qu'on n'a pas du tout l'habitude de regarder en miroir, quoi. Et donc ça, c'est une expérience, je pense, presque unique que vous allez pouvoir vivre en lisant ce bouquin. Et aussi, c'est aussi à l'arrière-plan, c'est aussi ressentir l'expérience qu'ont vécu 14 chercheurs et vous donner un peu aussi cette saveur comment je veux dire, de la stimulation intellectuelle qu'il y a eu entre nous. Et donc ça, c'est chouette de pouvoir la faire partager et que ça vous inspire pour vos propres recherches et vos dynamiques collectives dans vos centres de recherche. Moi, je dirais que ce qui me frappe dans l'aboutissement de cette expérience, c'est au fond la lisibilité. Parce que quand vous lisez des actes de colloque ou des chapitres découpés par auteur, vous n'arrivez pas sur quelque chose d'aussi ambitieux, sur au départ un matériau aussi hétérogène, à une lecture synthétique. Et donc, je dois dire que ça a été une expérience incroyable de s'oublier complètement dans un texte collectif où on ne sait plus qui a écrit quoi. Voilà. Oui, que dire? Moi, je pense que ce qu'il faut retenir de ce livre, c'est une sorte de renversement de paradigme qui n'est pas facile à accepter. Ce n'est pas facile aujourd'hui de dire que le tourisme est en mesure de produire du patrimoine. Je pense que ça peut être même quelque chose de relativement provocateur et difficile à accepter. Mais si on dit cela, et si on accepte effectivement qu'aujourd'hui, le tourisme peut produire du patrimoine, tout un ensemble de certitudes qu'on avait s'effondre. Et on peut relire nos classiques, on peut revoir finalement la façon de voir les choses, la relation entre tourisme et patrimoine de façon différente. La dure tâche de terminer. Je dirais que ce livre, c'est effectivement une expérience collective et qui montre que, alors il y a peut-être beaucoup d'étudiants ici ou des chercheurs, qu'on peut comparer beaucoup de choses. Et ça, c'est un des grands enseignements parce que finalement, on s'est tous approprié, même si on a été sur deux terrains, sauf Maria, mais on s'est approprié quand même ces terrains-là sans y avoir été. Et effectivement, je pense que l'ouvrage, il est lisible et il est riche d'enseignements pour des futures recherches, si vous êtes en thèse, en doctorat, ou si on a cette ambition de proposer un programme de recherche avec autant de chercheurs sur autant de terrains, et ben ça fonctionne.
grâce à ce voilà. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire, trouver les bons chefs d'orchestre et continuer le travail à plusieurs, le travail collectif pour plus d'ouverture. Je vous donne rendez-vous pour le prochain rendez-vous Chine au mois de novembre et nous allons plonger cette fois dans ce que les archives nous apportent pour la fabrication d'autres types de patrimoine, mais aussi pour la meilleure connaissance des personnes, des lieux et des modes de fonctionnement. Merci à vous.